font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci de nous être fidèles pour vous informer chaque matin, presque 7h45. Notre invité ce matin, le maire de Montluçon, président de Montluçon Co, Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour Damien, bonjour aux auditrices et auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a eu ces derniers jours conseils municipaux, conseils communautaires. C'est l'occasion de faire un point sur tous les dossiers là avant que l'actualité se mette un peu entre parenthèses durant l'été, même si j'imagine que les chantiers vont se poursuivre et les chantiers ils sont nombreux actuellement engagés, notamment sur le château des Ducs de Bourbon. Vous avez vu, j'ai pas dit vieux château. Je sais que sinon je me fais reprendre à l'ordre. Ça y est, ça prend forme. Les 11 et 12 juillet, il y aura donc possibilité pour les Montluçonnais de venir voir leur château. Oui. Ça avance bien cette fois? Les travaux en tant que tels sont finis. Après, il va falloir aménager l'exposition, le musée en tant que tel, et ça prend un peu de temps puisque il faut fabriquer. Alors c'est commandé, je rassure tout le monde. Il faut fabriquer des meubles spécifiques, uniques pour le château, et puis après il faut disposer des objets selon une muséographie bien particulière. Donc ça prend plusieurs semaines, et c'est ce qui va occuper les équipes en juillet, un peu en août, peut-être un peu moins, et puis en septembre pour une ouverture fin octobre. Ouais, un musée d'histoire locale, on le rappelle. Oui, la volonté c'était de retracer un peu l'histoire locale, la création de la terre peut-être pas, mais en tout cas faire de la géologie, parce que le souterrain local, la terre a une importance essentielle dans l'histoire de la ville, et on a encore aujourd'hui récemment avec le lithium par exemple, donc c'est essentiel, et jusqu'au temps moderne de la construction des derniers quartiers de la ville de Montluçon. Redonner ce château Montluçonnais la possibilité en tout cas qu'il l'investisse, ça c'était ça le but sur le fond. Sur le fond, c'est la première chose extrêmement importante. C'est l'emblème de la ville pour un grand nombre de Montluçonnais. Connaître son histoire, notamment pour les jeunes, c'est essentiel pour aimer son territoire. Et puis ça donne aussi une ouverture pour le tourisme et des visites de gens qui viennent de l'extérieur pour voir notre territoire. Et ça en est une pierre essentielle. Bon, gros chantier qui arrive à son terme. Il y en a un autre qui est en cours, celui de l'hôtel de ville. Un gros chantier là pour le coup, avec toujours l'espoir de pouvoir l'ouvrir en décembre, puisque notamment le village de Noël va être rapatrié à nouveau devant l'hôtel de ville. Là, en termes de calendrier, est-ce que les délais sont tenus? On est toujours dans les délais. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, il n'y a plus de mauvaises surprises, parce qu'on savait qu'une rénovation, tant que vous l'avez pas complètement déshabillé, vous n'êtes pas allé chercher derrière le mur, derrière le placo, derrière le plâtre, vous savez pas toujours ce que vous y trouvez, parce que ceux qui ont fait des travaux pendant plus du siècle précédent, ils n'ont pas à chaque fois laissé des références de ce qu'ils ont fait. Donc il faut avancer sur certains sujets pas à pas, mais là maintenant on est dans un timing normal. Le second œuvre a largement commencé, et puis après il va falloir aménager, notamment un peu d'électronique, puisqu'on met un bâtiment au temps moderne, si je puis dire, évidemment, pour une facilité d'utilisation pour les services qui vont y être, et puis aussi pour le public. Alors, il vous a été reproché lors des derniers conseils communautaires et municipaux par l'opposition que ces travaux-là, ils ont été engagés de front, que ça, c'était des investissements qui étaient lourds. Finalement, vous les assumez totalement aujourd'hui? Oui, totalement, d'autant plus que, comme je l'ai expliqué, c'est surprenant pour certains élus d'opposition, c'est notamment grâce au département qui nous a alloué une subvention de 10 millions d'euros à dépenser pendant le mandat, et si on les dépense pas, ils seront perdus. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé le mandat précédent, ça n'avait pas été dépensé. J'ai réussi, grâce à Claude Réboulet, à conserver l'enveloppe du mandat précédent non dépensée pour la mettre dans ce mandat-là, et l'idée c'est bien d'investir. Alors là, on parle de l'hôtel de ville, il y a plusieurs aspects, c'est un bâtiment sans entretien majeur pendant plus d'un siècle. Donc il y avait des infiltrations d'eau partout. Ensuite, c'est un symbole de la République. Alors je vais passer sur ce sujet-là parce qu'il y a quand même des choses de fond à discuter, mais on en discutera un autre jour. Et puis c'est surtout un symbole de l'époque industrielle. Quand les Montluçonnais vont le visiter, ils vont se rendre compte de ce qu'était capable de faire l'industrie montluçonnaise de la fin du 19e, du début du 20e. Et ça, c'est important, c'est même essentiel. Donc pour vous, il fallait investir finalement. Ça risque pas de plomber finalement ceux qui vont continuer sur le mandat prochain. Il va falloir payer des dettes. Mais quand on a 1 million d'euros d'emprunt qu'on emprunte sur 20 ans, vous voyez ce que ça fait par an. Voilà, il y a plus d'1 million d'euros, mais c'est pas des sommes astronomiques à rembourser. Puis il y a un aspect patrimonial, je vous l'ai indiqué. Ça fera partie d'un projet autour du patrimoine industriel qu'il faudra mettre en œuvre dans les années à venir. Donc c'était extrêmement important.
Bon, puisqu'on n'est pas loin du centre-ville également, est-ce que vous avez des nouvelles de l'ex-cinéma Les Bourbons? Vous aviez annoncé lors du conseil municipal, je crois, qu'il y avait des travaux qui allaient être menés. C'est confirmé? Alors, dans le courrier, M. Bornou nous précisait que ça démarrerait fin juin. Mes services m'ont indiqué hier qu'après prise de contact, ce serait le 30 juin. Donc voilà, j'en sais pas plus aujourd'hui. Là, ce qu'il faut effectivement, c'est que les travaux de sécurisation interviennent rapidement. Des fois c'est plus long, vous voyez, à l'école d'Estivareil, c'est déjà commencé depuis, pas d'Estivareil, excusez-moi, de Saint-Victor, c'est déjà commencé depuis très longtemps. Là ça a mis plus de temps. Bon, les rues sont bloquées, il fallait que ça avance, c'est pour ça aussi qu'on a mis des contraintes. C'est une rue qui est extrêmement empruntée par la population de manière générale, et puis les habitants et commerçants, spécifiquement de la rue. Et puis nous, on a un projet de travaux sur les berges, ou plutôt sur le quai Louis Blanc. Et là, il fallait aussi que ça avance, parce que c'était une rue qui est essentielle pour désengorger au niveau des travaux. Et on prend du retard sur les travaux, et ça va impacter d'autres commerçants, ceux du quai Louis Blanc. Voilà, donc c'est une problématique en cascade, et dont on ne comprenait finalement pas pourquoi ça n'allait pas plus vite. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a serré un peu les boulons et commencé à vouloir sévir financièrement. 30 juin donc pour cette sécurisation qui commence, bien sûr. Voilà, parce que ça pas l'ouverture de la rue. Bien sûr, ça prendra du temps forcément. En termes économiques, la Com d'Aglo a donc voté en faveur d'une démarche d'expropriation pour récupérer des terrains zones de Châteauguay 2. Alors il y a eu une foultitude de commentaires sur nos réseaux sociaux, ça n'a pas forcément été compris par les habitants. Pourquoi la Com d'Aglo veut récupérer ces terrains? Alors il faut savoir que Châteauguay 2 est déjà en zone économique. Donc c'est prédestiné à la zone économique. Il y a des terrains qui ne nous appartiennent pas. On a cherché à discuter, à négocier pendant plusieurs années avec les propriétaires qui savent depuis toujours qu'ils sont propriétaires de terrains en zone économique. On a un prix d'achat qui est fixé, on a déjà acheté des terrains dans cette zone. On travaille avec tout le monde le plus objectivement possible avec un prix d'achat pour que ce soit équitable pour tout le monde. On a par exemple procédé à des achats sur la zone de Châteauguay 3. Il n'y a pas moyen de discuter avec ces personnes qui bloquent, alors que nous, on a de la demande pour que des entreprises s'installent. Et on n'a pas de terrain. Puisque, comme chacun sait, la Loue est dédiée au projet Emeris. Donc c'est quand même assez difficile d'avoir des entreprises qui veulent s'installer, de pouvoir créer des emplois, et pas forcément des emplois d'ingénieurs, justement, là où on peut avoir des demandes sur Montluçon. Et on a en face 2 ou 3 personnes qui bloquent systématiquement, qui ne veulent rien entendre, malgré tout un tas de propositions d'aménagement pour éviter peut-être certaines perturbations que je peux comprendre d'ailleurs. Voilà. Donc on passe à la phase d'expropriation. On rappelle qu'il y aura une enquête publique, et que c'est le préfet évidemment qui est à la manœuvre. Bien sûr, c'est l'État qui est à la manœuvre, c'est pas le maire de Montluçon, en l'occurrence le maire de Domérat, puisqu'on est sur Domérat, ni le président de Montluçon Communauté qui peut signer le document, c'est le préfet. Donc il faut argumenter, il faut avoir de solides arguments. Réserve foncière Châteauguay 3 également, ça avance, ça, vous l'aviez... Alors là, on est dans des phases de discussion, de négociation, de rencontres, on a des partenaires qui travaillent avec nous, je parle notamment de la SAFER, et oui, ça va avancer, mais ça c'est un projet sur 10 ans. Terme, l'aménagement du territoire et l'aménagement économique du territoire, on le voit bien avec le projet Emeris qui avance petit à petit, c'est du très long terme. C'est pour ça que quand on a déjà défini des choses, que les choses sont bien arrêtées et claires, et qu'on se retrouve bloqué par quelques individus, c'est quand même ennuyeux. On a d'autres projets comme ça, et c'est quand même très ennuyeux. En termes d'activité économique également, Amis, on en parlait avec un candidat qui officiellement a abordé dans un communiqué sa volonté de reprendre Amis. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des entreprises intéressées pour reprendre cet équipementier automobile. C'est une bonne nouvelle. Bon, moi j'étais au courant qu'il y avait des contacts depuis déjà un certain temps. Je n'ai pas rencontré les dirigeants parce que je ne peux pas me permettre d'entrer dans cette procédure judiciaire. Mais par contre, maintenant que c'est officiel, on va pouvoir avoir des démarches plus importantes. C'est pas une surprise en soi. Pourquoi? Parce que c'est un site industriel en bon état. Les équipes, les ouvriers, si je puis dire, sont d'excellente qualité. Ils travaillent très bien, ils connaissent leur métier. Tout le monde le reconnaît, c'est unanime. Donc, en tant que tel, je ne suis pas surpris qu'il y ait des gens intéressés. Là où c'est très intéressant, malgré tout, c'est que ce soit une entreprise française, j'allais dire de la région Aura, même si ça avait été la région Centre-Loire, ça aurait été tout aussi intéressant. Je ne fais pas du patriotisme régional, mais voilà, ce sont des gens de proximité, des gens qu'on pourra rencontrer, et ça c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un investisseur ou un fonds de pension qui arriverait de je ne sais trop où pour faire je ne sais trop quoi. Là, au moins, les choses sont
précise et claire. La com d'Aglo avait aussi annoncé sa volonté il y a quelques mois de se lancer dans des projets photovoltaïques. Là-dessus, c'est vrai que c'est très mouvant. Évidemment, le domaine de l'énergie aujourd'hui. Vous freinez un petit peu, c'est ce que vous avez dit lors des dernières réunions. Oui, c'est un marché. Oui. On signe des contrats pour fournir de l'électricité à un prix de vente. Et quand il n'est pas suffisamment bon, on n'équilibre pas le projet. Et là, on se retrouve un peu dans cette situation. Pourquoi ? Parce que il y a 3 ans, on n'avait pas assez d'électricité en France parce que le nucléaire s'était arrêté. Ça fait 10 ou 15 ans que le nucléaire, les présidents et les gouvernements avaient mis le frein à main. Et là, depuis quelques années, c'est le contraire qui se fait. Le nucléaire a été rénové, restauré, et il est en pleine capacité de production, à tel point que on a moins besoin d'énergie dite renouvelable, et les tarifs ont singulièrement chuté. Donc effectivement, nous on préfère un peu attendre pour avoir le bon prix au bon moment. Et on imagine que l'hiver prochain, où il y aura un peu plus besoin d'énergie, encore qu'il va peut-être y en avoir besoin avec la climatisation, dont on parlera peut-être très rapidement, on pourra avoir des contrats mieux dotés, et là on ira. Voilà. L'idée, je vous rappelle quand même, c'est de au minimum autofinancer nos projets et même de gagner de l'argent, puisque c'est une filiale de Moulson Communauté qui investit. Bon, très rapidement, les municipales approchent, vous l'aviez dit, vous serez candidat à votre propre succession. Vous avez déjà commencé à travailler dessus ou non, il est trop tôt encore ? Oui, bien sûr, j'ai commencé à travailler dessus, notamment sur le programme, parce que moi j'ai des idées et des visions sur 10, 15, 20 ans. Donc le programme, on y travaille, j'y travaille avec les élus actuels, il y en a un certain nombre qui me font des propositions, on travaille ensemble, la liste se constitue, c'est pas la priorité pour le moment, et puis nous on travaille pour les Montluçonnais et par contre tel ou tel candidat, donc les choses sont en train de se mettre en place doucement, mais effectivement comme je l'avais annoncé même au tout début de mon mandat, voire même le mandat d'avant, l'idée c'est au moins d'en faire 2, parce que comme je vous l'ai dit, l'aménagement ça se fait pas en 5 ou 6 ans malheureusement. Merci Frédéric Laporte d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h56, on revient en direct dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.